Moi, j'avais demandé personnellement à Thomas la permission là, justement, de mettre de l'ordre, c'est-à-dire d'arrêter le capitaine Blaise Compaoré. Parce qu'il est en train de fomenter justement son assassinat. Il m'a dit non. L'amitié ne se trahit pas. Je lui ai dit, mais ce n'est plus l'amitié. Quand par exemple on planifie de tuer, ce n'est pas bon. Il dit, c'est pas correct. L'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié. C'est à eux de trahir. Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Your Story Inspiration Monde. Aujourd'hui chers amis, nous allons parler de l'histoire de Thomas Sankara. Qui est Thomas Sankara? Pourquoi est-ce que son histoire est si intéressante? Avant de vous jouer cette vidéo, je vous invite à vous abonner juste en dessous pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Aussi, j'aimerais vous faire part de 4 points avant d'entrer proprement parlant dans l'histoire de cet homme qui est entré de façon légendaire dans ce qu'on appelle l'héritage africain. À jamais le nom de Thomas Sankara sera mentionné. Il sera comme une source d'inspiration. Il sera comme une source de motivation. Il sera et restera un exemple pour cette génération dans laquelle nous nous retrouvons et pour les générations futures. Donc, je voulais vous dire ceci. Lorsque Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 1987, alors qu'il présidait une réunion de l'État extraordinaire avec 13 de ses compagnons, on n'a jamais retrouvé le corps de Thomas Sankara parce qu'il a été froidement abattu, de telle sorte qu'il y a eu un mixage avec le corps de ses compagnons, c'est-à-dire il a été déchiqueté et il y a eu un mélange de corps, ce qui fait qu'on ne pouvait pas identifier le corps de Thomas Sankara. Plusieurs années autant pour moi après cela, il y a eu des tests d'ADN dans les plus grands hôpitaux en Occident, mais jusque-là, il était impossible de reconnaître, c'est-à-dire d'identifier Thomas Sankara dans le tas de corps dont il a été présenté dans ces hôpitaux. Ça, c'est le premier point que je voulais vous faire mention. Je veux aussi que vous sachiez que Thomas Sankara, c'était un panafricaniste, c'était un anticolonialiste, c'est-à-dire un personnage qui disait haut ce qu'on disait bas. Beaucoup de gens disent que c'est son discours sur la dette africaine qui a fait en sorte que les Européens ont tout fait, ils ont tout mis en jeu pour éliminer Thomas Sankara. Par ailleurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle je joue son discours. Si vous écoutez cette vidéo, vous allez vous rendre compte que cette vidéo-là était quand même forte. Donc, c'est un monsieur anti-impérialiste qui disait haut, comme je viens de le mentionner, ce que les autres disaient bas. Et cela dérangeait. Son franc-parler dérangeait énormément les puissances étrangères. Et il fallait à tout prix qu'on élimine Thomas Sankara. Ça, c'est notre deuxième point. Le troisième point est que lorsque Thomas Sankara a été assassiné, sa mort est devenue un sujet tabou au Burkina Faso. Toute l'Afrique entière a pleuré. Tous les pays africains ont pleuré. Tous les amis sympathisants à travers le monde ont regretté sa mort. Mais dans son propre pays, c'était un sujet tabou. Le gouvernement usurpateur en place interdisait aux populations d'exprimer leurs émotions, d'exprimer leur chagrin après l'assassinat de Thomas Sankara. Donc, c'est jusqu'en 2014, lorsque Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir, que les Burkinabés ont trouvé la liberté de parler de Thomas Sankara comme ils voulaient. Mais même comme après, parce que Blaise Compaoré a fait 27 années au pouvoir en tant que président de la République.
même pendant ces 26 années au pouvoir, les gens qui ont été marqués, quand il parle des gens, je parle des pays africains, le reste du monde, qui ont été marqués par les enseignements, par les œuvres, par l'exemplarité de Thomas Sankara, continuaient à promouvoir cela. Mais c'est juste en 2014 que le peuple burkinabé a décidé de vanter les mérites de ce monsieur, de l'inscrire dans l'histoire burkinabé à jamais. On a même créé un statut pour ne jamais oublier Thomas Sankara. Donc, le quatrième point que je voulais faire, c'est que on se pose souvent la question de savoir qui a tué Thomas Sankara. Je ne veux même pas trop en parler parce que vous connaissez déjà la réponse. C'est Blaise Compaoré qui a fini avec son meilleur ami, son compagnon avec qui il a cheminé depuis la formation dans les camps militaires au Madagascar. Donc, au travers de cette vidéo aujourd'hui, chers amis, je t'invite à prendre ton temps, à regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'il est temps pour toi de connaître l'histoire de cet homme qui, chaque fois, on le mentionne autant pour moi dans les discours, on répète ce qu'il a dit, on le prend pour exemple. Il est temps pour toi d'écouter et de voir pourquoi il est important pour toi de vraiment considérer ce monsieur comme un exemple pour toi, comme un exemple même pour tes futurs enfants, et aussi enseigner aussi à ceux-là qui manquent assez d'informations. Une photo de famille, un groupe qui est là. Quand Thomas est rentré de Madagascar, c'est lui qui est là. Quand il est rentré de Madagascar, on a profité faire une photo de famille. Voilà. Donc, vous avez un échantillon de la famille. Les petits-enfants, les neveux, les parents, les frères, les sœurs. Voilà. Moi, j'étais un enfant ordinaire comme tout le monde. Il n'était pas belliqueux, il n'avait pas la bagarre, il n'était pas un enfant bouillant qui se battait avec tout le monde. J'ai dit en quelle année Thomas Sankara a fait l'école centre A? Thomas Sankara a fait l'école centre A en 1956. Très bien. Né le 21 décembre 1949 à Yako, dans le nord de l'Est-Haut-Volta, Thomas Sankara a été formé militairement à Madagascar. Âgé d'à peine 33 ans, il devient président et symbolise l'Afrique des jeunes et de l'intégrité. D'allure sportive offerte par le dirigeant nord-coréen Kim Il-sung. Il vit simplement avec sa femme et ses 2 fils dans un palais présidentiel délabré et n'a pour seul bien que sa guitare et sa Renault 5 d'occasion. Un véhicule qu'il impose comme voiture de fonction à tous les membres du gouvernement. Il jouait la guitare, il venait jouer et la maman chantait le credo. C'est une famille catholique. Et la maman chantait les chants lyriques de l'église catholique et lui, il jouait la guitare. Donc, c'est ce côté jeune garçon plaisant aussi qu'il avait en lui, cette double personnalité que nous gardons, en tout cas dans le cadre familial, c'est ça. Donc là c'est le vieux, et là c'est la maman, la photo de la maman, et puis bien sûr là c'est Thomas. Quand nous, en tout cas, qui n'habitons pas ici, quand on vient, on voit les photos, on rentre, on les revoit, c'est comme s'ils sont encore là. Ça, c'est la maison du papa, on ne dirait pas, mais c'est en terre, en banco. Thomas a amené visiteur là. Le monsieur, il a regardé la cour, il dit, mais c'est vrai ça? C'est vrai? Tu me dis la vérité, c'est chez toi ici, chez le vieux? Il dit, oui. Que non, c'est pas possible. Que de lui donner l'autorisation, il va démolir ça et puis construire quelque chose de plus moderne. Thomas lui dit non, écoute ça,
c'est suffisant même pour le vieux. C'est ça qu'il jouait. Je ne sais pas laquelle il utilisait quand les femmes, là, les artistes femmes sont allées au palais. Lui rendre visite, il avait la guitare, il a chanté avec Myriam Makeba, je pense. Il tenait une guitare, il jouait. Et elle chantait avec lui. Je ne sais pas laquelle des guitares c'est. C'est entre autres des affaires qu'on a pu récupérer après les événements. Quand ça s'est passé, bon, c'était ouvert. Hein. Le palais était déjà ouvert, que c'est ouvert. D'autres personnes déjà passées. C'est ce qu'on a pu récupérer. Entre autres affaires, ce sont ses effets personnels. Tout ce qui lui appartenait, qui était sur place, puisque Mariam était là. Donc, on a pris tout ce qui leur appartenait. Et bien sûr, les choses qui lui tenaient aussi à cœur. L'histoire de ce sac. Bon, on peut le voir, là, le sac. Voilà, le sac. Moi, j'aimais beaucoup l'élevage. Je faisais ça à Lubula, quelques 15 ou 16 km de la ville. Alors, j'allais chaque fois le voir. Alors, quand il était président, il faut me soutenir, il faut m'aider à... Ouais. Il faut que je puisse améliorer mon activité. Il me dit, écoute, moi je ne peux pas t'aider parce que, bon, tu sais que... Voilà. Si je te fais ça, ils vont dire, voilà, je suis venu pour la famille, voilà. Il tourne là, il prend ces sacs là, il me donne, bon, voilà, si tu as des dossiers à me présenter, voilà. Ce que chacun a pu obtenir de lui, comme matériel, comme bien, chacun le conserve jalousement. Hein. Et moi j'ai pris ce qu'il m'avait donné, sa tenue bleu clair là, de sport. Et on a même la photo qui est vendue en ville, la tenue bleu clair qu'il porte avec les lunettes. Voilà, c'est ça, moi je l'ai toujours. Il a laissé des dettes. Ouais. Il a laissé des dettes en famille. Ouais. Toi, il te doit beaucoup. Il me doit beaucoup. Il lui doit beaucoup. Il me doit beaucoup. Parce que nous, on nous faisait déjeuner avec du pain et puis du lait tous les matins. Ouais. Parce que lui, il avait, comme on appelle, une boutique. Voilà. Il avait une boutique. Et la boutique était avec... J'ai mis ça avec la boisson, je faisais... Voilà. Une buvette aussi. Et vraiment, ça marchait. Comme il ne voulait pas que je fasse cette activité, qu'est-ce qu'il fait? Non, il faut les servir. Tous les matins, il te comptabilise. Voilà, je vais te payer. Voilà. Et lui, il avait les cahiers, le cahier noté. Il est noté. Voilà. Et puis un jour, je vois que je n'arrive pas à... Et voilà. Je suis tombé comme ça, quoi, en fait. Voilà. Il était particulier, hein. Là, c'est... Sa particularité, on peut dire, ça tient au fait qu'il avait des principes. Voilà. Des principes très forts. Oui. Il avait un caractère très fort. Et ces principes-là que tout le monde connaît, l'honnêteté, la droiture, et ça, c'était son caractère. On est bien content, en tout cas, de ça. On se réjouit beaucoup. C'était une façon de vivre qu'il nous a inculqué. Et aujourd'hui, on ne se reproche de rien. Et on sait que ce que chacun a obtenu, c'est par la sueur de son front. 25 ans après, c'est vraiment maintenant que nous, on sent que Thomas était président. C'est maintenant que je sens qu'il était président. Parfois, je me retrouve en train de... Je m'étonne. Hein. Je dis, mais c'est de qui on parle là? C'est de Thomas là, celui qui était là. Donc c'est vraiment une fierté. C'est maintenant qu'on se sent fier de lui, de tout ce qu'il a pu poser comme acte, comme idéal, quoi. C'est pas Sankara en tant que nom. C'est lui d'abord, lui-même, en tant qu'individu, quelqu'un qui a osé s'élever contre les puissances, les grandes puissances. Et des gens, quelque part, se sont levés pour se demander, mais qui est cette personne-là?
c'est qui cet Africain-là? C'est où la Haute-Volta? C'est qui nous parle comme ça là? Qui est cette personne qui ose nous parler, nous, comme ça? Nous, occidentaux, nous, européens, nous, grandes puissances. Donc on a cherché à savoir où se trouvait la Haute-Volta, qui était cette personne. Donc c'est les actes qu'il a posés, c'est l'idéal, la façon d'être, c'est ce qu'il a pu aussi inculquer au Burkinabé, cette fierté-là, cette façon de dire comptons sur nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas de Messie qui viendra nous sauver, c'est pas nous-mêmes. Il faut avoir confiance en soi-même et se dire que la pauvreté n'est pas une fatalité. À part quelques objets et la vieille voiture dans laquelle roulait Thomas, la famille n'a pas pu profiter matériellement du passage de Thomas Sankara au sommet de l'État. À peine au pouvoir, il change le nom de son pays et la Haute-Volta devient le Burkina Faso, ce qui signifie pays des hommes intègres. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. En quoi il gênait les Occidentaux? Vous savez, il a fait une intervention à Addis Abeba, en ce temps-là c'était l'OUA, et au siège de Addis Abeba, où lui-même il terminait pour dire ne soyez pas surpris et que je ne revienne plus ici prochainement,
parce qu'il peut m'assassiner à tout moment, parce qu'il a demandé que les Africains ne doivent rien, ne doivent pas payer leurs dettes. Donc, c'est des positions qu'il avait prises et qui gênaient l'intérêt des Occidentaux. D'ailleurs, François Mitterrand lui avait donné, voulait lui envoyer des armes. Il dit non, qu'il préfère des charrues pour son peuple. Et un autre ministre français de la coopération a voulu lui envoyer des voitures pour ministérielles plus, de haute gamme. Il dit non, mais que lui, il a besoin d'autre chose. Il faut convertir ça en argent pour que lui construise des maisons pour ses compatriotes. Voilà à peu près ce qui gêne. Parce que, vous savez, la politique de la main tendue ne peut jamais amener quelqu'un à se rassasier. Puisque c'est la main tendue, vous voyez, il a voulu vraiment que le pays soit autonome, s'auto-gère et de façon endogène pour pouvoir devenir fort. C'est pourquoi vous voyez que même dans tous nos pays, parce que dans tous les pays africains aujourd'hui, les budgets qui sont votés ne sont pas des budgets réels. Il faut voter des budgets réels, c'est-à-dire que comptons sur nos propres forces. Et vous allez voir que tout ce que vous faites comme action, etc., à la fin de l'année, ce n'est pas tout ce que vous avez prévu qui se réalise. Mais c'est de perte de temps et d'argent parce que déjà vous avez engagé dans des actions de l'argent qui ne suffit plus si un projet a besoin de 15 millions pour être réalisé et qu'en fin de compte, vous n'avez pu trouver que 2 millions alors que vous avez déjà investi au moins 1 million. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est du saupoudrage. Ce million-là est perdu. Voilà à peu près, faisons la politique de nos moyens, c'est ce que voulait faire Sankara chez lui. La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant, un ratelé, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. Même l'esprit des hommes, il nous a fait évoluer. Il nous a fait comprendre que d'abord, il n'y a pas quelqu'un pour venir nous construire notre pays, c'est nous qui allons le bâtir. Il nous a fait comprendre que nous ne sommes pas moins que les autres peuples. Julia Ficatier du journal Langue Croix. Ma question s'adresse au capitaine Sankara. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez été chercher à Moscou et à Cuba dernièrement, parce que vos voyages posent aussi question à la France, mais aux pays voisins comme la Côte d'Ivoire. Bon, j'ai été à Moscou, j'ai été à Cuba et ailleurs aussi. Je n'ai pas seulement été dans ces pays-là, parce que nous entretenons d'excellentes relations avec ces pays, avec les dirigeants de ces pays. Nous avons des projets qui nous paraissent extrêmement importants pour notre développement. Nous recherchons des partenaires. Si un pays plus proche peut nous éviter un long déplacement jusqu'à Moscou, nous ne voyons absolument aucun inconvénient. Personne ne m'a offert une aide que j'ai refusée. Je ne crois pas. Il me manque seulement un Concorde, parce qu'il y en a qui ont les moyens, c'est tout. Quand Thomas Sankara rencontrait les autres chefs d'État, il ne se considérait pas comme un dieu et il ne les considérait pas non plus comme Dieu. Il déridait l'atmosphère, il détendait les choses, il acceptait d'être le petit frère, ce qui lui permettait de dire ce qu'il pensait, ce que les autres n'avaient pas l'habitude d'entendre. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent. Tous étaient convaincus que Compaoré mijotait un coup contre Thomas Sankara, tout en précisant que si sa chute devait venir de Compaoré, personne ne pourra arrêter, car ce dernier a des armes contre lui que nulle autre personne n'en a. Cela se présentait au sein de l'armée burkinabé aussi bien que à l'Assemblée nationale
au sein de l'État burkinabé, dans les rues au Burkina Faso. Mais Thomas Sankara n'y a jamais prêté attention. Au contraire, il a tout misé sur son amitié avec Blaise Compaoré. Lors d'une entrevue, Thomas Sankara a encore confirmé cette amitié vis-à-vis de Compaoré en ces termes. Vous attendez que Blaise prépare un coup d'État contre moi. Ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. Mais au fond de vous, vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse en parler. Non. C'est bon d'avoir un homme à qui on puisse dire tout, ou presque tout, en lui laissant le soin de deviner ce que vous n'avez pas eu le courage de lui dire vous-même. C'est bon. Et c'est rare. Et c'est très rare. Et en même temps, c'est douloureux parce que ça implique sur l'autre une somme d'efforts pour jouer un rôle, être réceptif. Quand à 4 h du matin, moi je dis à Blaise de venir de Pau me voir, il faut que lui il accepte de passer toute la nuit avec moi jusqu'au petit matin à 6 h, 7 h, me détendre, me faire rire, me remettre à flot, et puis que je continue à travailler. Passant des nuits et des nuits et des nuits. Alors, ça signifie que lui, il ne faut même pas qu'il ait un problème. Il faut qu'il vive pour surveiller un malade ou je sais pas, enfin pour veiller. Et ça c'est fini. Quand j'y pense, je me dis mais enfin. Alors, ce qui lui aussi va s'appuyer, il faut bien que quelqu'un lui crée l'équilibre. Mais là je me réjouis. J'ai au moins ça qui me console. C'est ça qui me console. Moi, j'avais demandé personnellement à Thomas la permission là, justement, de mettre de l'ordre, c'est-à-dire d'arrêter le capitaine Blaise Compaoré. Parce qu'il a de fomenter justement son assassinat. Il m'a dit non. L'amitié ne se trahit pas. Je dis mais ce n'est plus l'amitié. Quand par exemple on planifie de tuer, ce n'est pas bon. Il dit c'est pas correct. L'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié, c'est à eux de trahir. On pensait que Blaise allait faire un coup d'État, mais Sankara a toujours refusé. On le disait partout, les services de renseignement, la police, la sécurité, les militaires, bon, tout le monde parlait de ça. Mais Thomas ne voulait même pas entendre ça. Le 15 octobre 1987, après 4 années au pouvoir et alors que l'homme intègre, comme il est appelé, se rend à un conseil des ministres extraordinaire, il est assassiné avec 12 de ses compagnons lors d'un coup d'État qui laisse Compaoré seul au pouvoir. Les corps sont enterrés en catimini le soir même au cimetière. La mort de Thomas Sankara est restée tabou pendant les 27 années au pouvoir de Blaise Compaoré, qui a été renversé en 2014 et vit aujourd'hui en exil en Côte d'Ivoire. Mais il était tellement puissant qu'on ne peut pas l'écarter. Il faut l'éliminer physiquement.
Donc c'est comme ça, donc un beau jeudi, pendant que les gens se préparaient à sortir à 16h pour aller au sport, on a entendu des coups de feu. Ils ont massacré les 13 personnes qui étaient dans le bureau. Il a été froidement abattu, sans résistance. Le 15 octobre 87, nous est tombé sur la tête comme un coup de massue. Et mieux, beaucoup croyaient qu'il n'était pas mort, que c'était un plan machiavélique pour voir la réaction du peuple avant de savoir ce qu'ils vont faire. Et donc pendant des mois, il y en a qui ont cru que Thomas était en prison. Thomas savait très bien qu'il devait mourir. Et je pense qu'il a accepté le suicide parce que quelque part aussi, ça fait une grandeur. Et une fois encore, je viens pour dire que c'est un grand homme. Ceux qui sont contre lui, ils peuvent au moins accepter ça. Parce que un homme qui accepte de mourir pour être plus grand, alors là, ça, il faut reconnaître en cette personne-là comme une valeur. C'est un journaliste français de l'AFP qui était à Yaoundé. Et il disait que c'est la première fois de sa vie qu'il circule dans la ville et il croise des gens en train de pleurer à grosses larmes. C'est-à-dire que tu croises une centaine de personnes comme ça, des dizaines de personnes dans la rue qui pleurent. Et quand on se renseigne, on dit non, ils viennent d'apprendre l'assassinat de Sankara. Donc ce tout vous dit, c'est pas seulement le Burkina Faso qui a ressenti ça. Je crois que le Burkina Faso était mort les jours qui ont suivi, mais c'est toute l'Afrique. Dès le lendemain, Blaise Compaoré s'autoproclame président. Devant la presse internationale, il cherche à se disculper de la mort de son meilleur ami. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. And I remember that time, there were two very good friends, Thomas Sankara and Blaise. Yeah. Puisque Compaoré et puis Sankara, c'était comme des amis, c'était comme des frères. Depuis l'école militaire, ils ont toujours été ensemble. Donc pendant les vacances, ils étaient dans la famille Sankara. Ils mangeaient ensemble, ils dormaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Et quand ils ont pris le pouvoir, bien sûr pour les parents, bon, c'est deux frères qui ont pris le pouvoir. Et quand il a assassiné, le père de Sankara a toujours attendu que Blaise vienne lui rendre compte. Chaque fois que j'allais là-bas, il me disait « Ah, Pascal, ton frère est parti, mais ton autre frère là, j'attends qu'il vienne me dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Thomas est mort, comment il est mort, etc. Et puis je vais le pardonner parce que c'est mon fils, je le considère comme mon fils. » C'est ce qu'il avait toujours dans son cœur, lui et sa femme. Blaise n'a jamais remis pied dans la maison de Sankara jusqu'à ce que les deux parents soient morts. Le médecin légiste dit qu'il est mort de mort naturelle. Allez-y comprendre quelque chose. Ça suffit. Voilà. Comment ça s'est passé? Et les gens étaient battus. Tout le monde. On était sidérés, dépassés, meurtris au fond de nous-mêmes. Et ça nous a tués au fond de notre âme. Sankara, Sankara, mon président. Sankara, Sankara du Burkina. Il est venu en homme intègre pour bâtir une Afrique. Sankara, Sankara, Sankara. If I may say one thing about Thomas Sankara, he was a very impatient person. But that's understandable, because when you live in the kind of impoverishment, in the kind of hunger that our people are living in, you cannot afford to be patient.
because people can't drink good water, people are hungry, etc. So you have every justification to be impatient. Les grands hommes, dans une certaine mesure, irradient leur peuple, irradient leur époque, bien après leur départ, je veux dire bien après leur mort, parce que c'est quand vous avez perdu quelque chose que vous vous rendez compte de sa véritable valeur. C'est une des figures importantes au niveau du continent africain qui continue d'être citée pour son exemplarité, pour son courage, pour son intégrité, pour sa créativité, pour son refus de l'afro-pessimisme d'une manière générale. Sankara est devenu moralement et spirituellement une sorte de maître étalon. Rares sont les gens que j'ai vus rentrer chez Thomas et qui ne sont pas ressortis heureux. Son verbe est vivant dans le cœur de tous nous tous qui l'avons connu. Il avait cette capacité, comment on appelle ça, toxique, il était cancérigène. Vous rentrez avec vos idées, vous ressortez avec les idées de Thomas. Il vous convainc par sa sincérité, la force de ses convictions. Et il vous demande par A plus B que c'est comme ça. Et c'est possible. Avec lui, l'impossible n'existe pas. Nous pouvons. Ce plus grand défaut, il y a une de majeures que je retiens. Il empêchait de manger. Il est entouré de petits bourgeois qui aspirent à la bourgeoisie. Des gens voraces. Avec Thomas, ce n'était pas possible. C'était à l'époque, vous voyez, les ministres circulaient en 205 Renault, réduire le train de vie de l'État, c'était ça. Et je pense que l'une des explications majeures du 15 octobre s'expliquerait par la voracité des petits bourgeois. La table est servie, mais il y a un empêcheur qui permet de ne pas manger. Donc, on lui fait sa fête, on l'élimine et suivez mon regard, 30 ans après. Un ancien détenu de la prison raconte les circonstances de l'enterrement méthodique de Thomas Sankara et de ses compagnons assassinés. Le 15 octobre 1987, je crois que c'est vers 19h, qu'il y a eu des coups de feu au Conseil de l'Entente. Comment est-ce que vous qui n'étiez pas politicien, vous n'étiez pas militaire à l'époque, comment vous vous êtes retrouvé au cœur de ce système-là, la nuit, en train de vous retrouver entre des putschistes? Oui, le coup de feu, c'est vers 16h. C'est vers 16h. J'étais au palais de justice parce que j'étais un détenu et je partais au niveau du palais de justice pour récupérer les dossiers de jugement le matin. Donc le soir, j'étais donc au palais et vers 16h, j'ai entendu effectivement ces coups de feu. Donc je me suis débrouillé comme les autres parce que c'était la débandade pour le jeune Mabaz qui était donc la prison. Et dans les environs de 19h-20h, le chef de poste m'a interpellé pour dire que le régisseur qui était certainement au Conseil de l'Entente souhaiterait que qu'on lui prépare 20 corvéables, 20 détenus pour une corvée. Est-ce que vous saviez ce qui se passait? Non, je ne savais pas, mais il faut se dire que on a senti qu'il y avait quelque chose quand même qui se tramait, il y avait quelque chose qui s'est passé, mais qu'est-ce qu'un détenu peut apporter à son temps? J'avoue que je ne savais pas. Je ne savais pas. Et donc, arrivé au cimetière de Dagnoin, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, arrivé au cimetière de Dagnoin, le régisseur nous a demandé de creuser. Dans un premier temps, j'ai compris qu'il voulait qu'on fasse une fosse commune. J'ai posé la question par 2 fois si ce n'était pas possible qu'on puisse faire des tombes individuelles. Alors, il s'est fâché en un premier temps avant de se ressaisir.
Et il a accordé, il a dit, bon, pas de problème, faites comme vous voulez. J'avoue que c'est lorsque le corps de Thomas est arrivé que beaucoup de personnes ont su que Thomas faisait partie des morts. Parce que quand on creusait la tombe, bon, chacun de nous discutait, hein. Certains disent oui, est-ce que Thomas est là? D'autres même disent qu'il a voyagé, qu'il était en Libye, qu'il n'est pas au pays. Donc, même les militaires, quelques rares militaires qui étaient avec nous, se posaient aussi la question. Combien d'années ça vous a pris avant que vous parliez, quand vous confiez à vos proches ou à d'autres Burkinabés? Ah, c'était compliqué. Parce que moi, après ça, je suis resté en prison, je crois encore 4 mois, hein, plus de 4 mois. Et bon, je faisais beaucoup attention jusqu'à ce que je quitte la prison. Mais j'en ai quand même parlé à des proches. Bon, ensuite, lorsque on a pu faire démarrer le dossier, les avocats étaient informés. Voilà, étaient informés. Mais on a quand même tenu de garder justement cette information pour que ça puisse nous servir par la suite. Parce que inutile de raconter des choses qui ne vont pas vous servir, qui vont même vous desservir. Ouais. Alors aujourd'hui, le rapport balistique parle de corps criblés de balles. Ça, c'est quelque chose que vous saviez depuis cette nuit. Oui. Parce que c'est méchant. C'est méchant. J'avoue que nous avions enterré les corps sans, comment on appelle ça, sans gants. Donc, toutes nos mains étaient totalement ensanglantées, le véhicule totalement ensanglanté, et c'est-à-dire l'ampleur, quand vous voyez comment les gens ont été criblés comme les animaux, c'est vilain. C'est vilain. Bon, mais comme je l'ai dit, ils étaient tous identifiables. Il y a certains qui avaient perdu un œil, mais ils étaient tous quand même identifiables. Surtout Thomas était en rouge, un survêtement rouge. Donc avec le sang, de loin, tant que vous ne le touchez pas, vous ne sentez pas qu'il y a du sang sur l'œil. Donc c'est comme s'il dormait, couché les poings fermés, bouche bée, c'est comme s'il transmettait un message. Cette image me reste toujours. C'est comme s'il... C'est méchant. C'est simplement méchant. Est-ce que c'est une fierté d'avoir enterré un grand homme ou est-ce que ça vous fait mal d'avoir contribué à l'œuvre de ceux qui l'ont abattu? Non, il y a deux lectures ici. Ça me fait mal parce que quand je parle de ça, jusqu'à présent, hein, j'ai des difficultés et peut-être que vous-même vous sentez. Je me prépare, c'est vrai, mais j'ai des difficultés. Mais la première lecture est que j'ai l'impression que Thomas n'est pas un homme comme les autres. Parce que à sa mort, il y a eu un témoin, Alouna Traoré. Il était là-bas. Alors, à son enterrement, il y a un témoin. Voilà, que je suis. Parce que quand je revisite cette histoire, je me demande pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Parce que j'étais pas obligé d'aller à cette corvée. D'ailleurs, j'avais dit à mon co-détenu de trouver 20 corvéables. C'est par la suite que je me suis dit, mais non, il ne faut pas envoyer les enfants la nuit tout seul. Donc, je vais les accompagner. Donc, pour cela, je pense que c'est Thomas qui a voulu un témoin, bon, qui puisse quand même retracer la mort atroce qu'il a subie. Ça, je crois. Bon, la deuxième lecture, c'est que souvent je me demande pourquoi moi, parce que ça me fait mal. Quand je regarde, ça me fait mal et je me demande comment et quand est-ce que je pourrais comment on appelle, vider ça. Parce que dès lors que j'ai commencé à parler, dès lors que j'ai
pu déposer devant le juge. Et dès lors que j'ai commencé à parler, à un moment donné, je sentais que, bon, ça va, je me dégageais, mais malgré tout, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Donc c'est vraiment un choc que j'ai subi, je ressens toujours ce choc.